Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur Mosaïque, la chaîne en quête du sens de l'actualité. On est aujourd'hui en ligne avec Jean-Pierre Liédot, qui est cinéaste et écrivain. Bonjour Jean-Pierre Liédot. Bonjour Antoine Mercier, bonjour tous ceux qui suivent, j'espère nombreux, Mosaïque, ils sont de sur plus en plus nombreux. ce site. Merci de nous accueillir. Vous publiez ce mois-ci un livre, donc ça sortira le 26 de ce mois, sur le 7 octobre. C'est un livre qui s'intitule 7 octobre, eux ou nous, aux éditions Ballon. On va revenir sur ce titre tout à l'heure. Dans votre préface, vous dites que ce livre s'est imposé à vous, donc après les massacres. Vous écriviez que quelque chose de très fort vous poussait à l'écrire, mais qu'en même temps, il y avait quelque chose aussi de très fort qui vous empêchait, qui vous en empêchait. Qu'est-ce qui vous y a poussé d'abord et qu'est-ce qui vous a empêché de prendre la plume pour parler de ces événements? Jean-Pierre Liédot. Bon, tout d'abord, je dois dire que je ne suis pas écrivain, je ne suis pas historien, je ne suis pas essayiste de profession. Donc, quand j'écris, c'est parce qu'il y a une impulsion, si vous voulez, profonde, qui me pousse évidemment à vouloir partager ce qu'il me semble avoir compris selon mon expérience et selon mes réflexions. Voilà. Donc, pour vous donner un exemple, en dehors de ce livre, en 2011-2012, j'ai écrit un livre que l'éditeur a partagé en deux livres sur le monde arabe parce que à l'époque on parlait du printemps arabe. En Europe, ça délirait complètement en disant que c'était la démocratie qui arrivait. Et moi qui vivais donc, qui avait vécu donc autant d'années en Algérie, qui savait très bien comment ça fonctionnait, je savais que c'était impossible en Égypte notamment à l'époque ou en Tunisie. Parce que on ne peut pas parler de démocratie quand dans un pays il y a aussi peu de démocrates. Voilà. Et donc, voilà, toute cette démonstration, j'ai voulu la faire parce que ça venait de toute mon expérience. Voilà. Voilà. Alors, on Alors, va revenir là-dessus parce qu'effectivement, c'est ça qui vous a amené à penser et à dire que vous aviez quelque chose à dire sur ces événements de particulier du fait de votre connaissance et de votre parcours. Et alors, oui. qu'est-ce qui vous en empêchait d'écrire ce livre? Et alors, bon, d'abord, alors ce qui m'y a poussé, encore pour ce livre, disons, si vous voulez, c'est que, vu mon expérience justement notamment de cette guerre d'Algérie, j'ai fait un film qui s'appelle Algérie, histoire à ne pas dire, qui parle justement de la guerre d'Algérie, film qui a été interdit. J'étais au courant de la manière dont se sont produits des massacres de non-musulmans pendant la guerre d'Algérie, puisqu'elle a commencé par un massacre en 1955 et qu'elle s'est terminée par un massacre à Oran le 5 juillet 1962. Donc tout ça, si vous voulez, évidemment, contrairement peut-être aux Israéliens du Negev qui ont subi ce massacre et qui peut-être n'imaginaient pas vivre une chose pareille, moi je pouvais très bien concevoir que ça puisse se répéter comme une sorte de remake, si vous voulez, sauf que là, c'était plus avec des couteaux et des poignards uniquement, mais c'était avec une armée terroriste de 3000 hommes qui débarquent avec tous les armements sophistiqués qu'on peut imaginer. Bon, alors ce qui m'a retenu, c'était que, bon, d'abord, j'étais furieux, voilà, j'étais furieux que d'abord, les gens des kibbutz ne puissent pas se défendre, hein, que les hommes n'aient eu d'autre salut que de se mettre dans la chambre sécurisée, le mamad, et de mourir à l'intérieur. Voilà, ça. Alors que je me suis dit, mais pourquoi ces gens qui habitent juste à côté n'étaient pas armés? Et puis, furieux, furieux aussi du fait que les gens étaient désarmés, mais pas seulement désarmés parce qu'ils n'avaient pas les armes pour se défendre, mais désarmés intellectuellement. Voilà. Et donc, je me suis dit, là, ils manquaient de quelque chose, ils ont manqué de quelque chose que peut-être moi, avec mon expérience, je pourrais leur dire, mais pourquoi ne leur avais-je pas dit plus tôt? Voilà, si Ouais. vous voulez. J'étais Bon, alors, coupable en même temps. Voilà. on va revenir sur cette expérience, mais parce qu'elle est très importante évidemment pour votre témoignage. Mais quand même un mot sur le titre. Vous dites donc 7 octobre, virgule, eux ou nous. Alors pourquoi avoir choisi ce ou exclusif comme conjonction de coordination? Est-ce qu'il s'agit de eux,
le Hamas? Est-ce qu'il s'agit de eux, les Palestiniens, les Arabes, les musulmans? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce eux? Et pourquoi ce ou? Bien, ça c'est. J'ai, si vous voulez, j'ai tout de suite, si vous voulez, imaginé, avant d'avoir les témoignages des survivants, que il y avait des gens qui habitaient, donc c'est des gens des kibbutz nikim qui habitaient là, en bordure du Negev, à côté du Hamas. Et puis aussi, j'ai oublié de dire que dans mon dernier film, Israël, le voyage interdit, que j'ai filmé en 2012, j'avais filmé dans un de ces kibbutz, voilà, Be'eri, pardon, Be'eri c'est à côté, mais j'ai filmé à Be'eri, mais c'est pas dans le film. J'ai filmé à Reim, voilà, Reim, et j'étais tombé sur une jeune femme qui disait, oui, mais c'est la faute de Netanyahou, pourquoi on négocie pas avec le Hamas? Voilà, c'était ça son discours. Et donc j'ai imaginé qu'il y avait beaucoup de gens comme elle. Et ensuite, lorsque les premiers témoignages des survivants sont arrivés, j'ai vu que beaucoup disaient oui, jusque-là, nous, on les avait aidés, on s'occupait d'eux, on les amenait dans les hôpitaux. Et puis, voilà, ils sont venus de chez nous, dans nos lits, ils ont pris nos enfants, ils nous les ont tués, ils nous ont violés, ils nous ont... Voilà, il y avait disons, un terrible tremblement de terre, un tsunami, si on peut dire intellectuel. Et voilà, donc ça, cette expression, eux ou nous, je l'ai trouvée dans beaucoup de témoignages, hein, de gens qui disaient, voilà, j'aurai peut-être l'occasion d'en lire un tout à l'heure, mon ADN a changé. Voilà, c'était un des refrains. Alors, je me suis dit, c'est ça le titre. C'est le titre parce que dès le début aussi, si vous voulez, avant d'écrire, je me suis dit, bon, que j'allais pas écrire sur la guerre, hein, ni sur ce qui s'était passé, parce que je me suis dit, il va y avoir des tonnes de gens qui vont écrire sur ça. C'est pas la peine. Ce qui m'intéressait justement, c'était de me demander comment cette femme que j'avais filmée à Reim à l'époque et qui disait pourquoi on négocie pas avec le Hamas, je me suis dit, est-ce que cet événement qu'elle a vécu en direct, est-ce que ça va la faire changer de vision? Voilà. C'était ça mon. Et si j'avais fait un film, ça aurait été la même idée, si vous voulez. C'est me demander aux gens qu'est-ce qui a changé en eux. Et vous pensez que ça a changé quelque chose? Vous pensez que ça a changé? Oui. D'après les témoignages, en tout cas, on aura l'occasion, je pense, d'en Oui. parler. Je pense qu'effectivement, on peut dire ça, hein. Ouais, ouais. J'ai lu des quantités de témoignages à ce sujet. Il faut préciser quand même maintenant que votre témoignage est particulièrement précieux en raison de votre parcours qu'on vient d'évoquer un petit peu, qui est hors du commun puisque vous êtes né après-guerre à Tlemcen, en Algérie, originaire de ce pays par les ancêtres de votre mère juive depuis 26 siècles. D'ailleurs, est-ce que vous aviez connaissance de cette filiation quand vous étiez en Algérie? Est-ce que ça comptait pour vous, cette filiation juive de votre mère? Oui, ça, que ma mère était juive, ça, je le savais, bien sûr. Et c'est une chose, effectivement, en même temps, mon père, il ne disait jamais le mot juif. Mon père était communiste et comme il était antiraciste, pour lui, prononcer le mot juif, sans doute, on n'en a jamais discuté, mais c'est ma conclusion, ma déduction, c'est que pour lui, c'était raciste de dire le mot juif. Alors il disait israélite. Mais en même temps, quand il le disait, je sentais qu'il y avait une manière de le dire, si vous voulez, qui pointait un gros problème. Mais enfant, évidemment, on n'est pas capable de débusquer ce qui se cache derrière ça. Alors après l'indépendance en Algérie, quand j'ai vécu en Algérie, donc après dans l'indépendance, bon, j'ai sans doute très vite compris que Juifs, Israël, etc., c'était pas des choses dont on pouvait parler, hein, d'une part. D'autre part, élevé dans l'idéologie communiste, si vous voulez, moi-même communiste, je considérais que le sionisme était quelque chose de mauvais, hein. C'est ma fille qui m'a raconté, quand je lui ai demandé, mais qu'est-ce que je disais avant? Il me dit, ben, tu nous disais que ma grand-mère qui est juive, c'est une bonne personne, mais que les sionistes, c'est des mauvaises personnes. Voilà. Alors, ça, c'est une chose. Et quand est arrivé en Algérie le pluralisme, c'est-à-dire vers 1989, une nouvelle constitution, etc., pour la première fois, alors que j'ai travaillé depuis 76 en Algérie, la télévision algérienne est venue m'interviewer. Et j'ai dit, elle m'a demandé la première question, qui êtes-vous? Alors,
j'ai parlé de mon père, qui venait de Catalogne, 3-4 générations avant, et puis j'ai parlé de ma mère en disant qu'elle était juive, mais je crois ne pas me souvenir que j'ai dit juive, je pense que j'ai dit judéo-berbère parce que j'ai trouvé que c'était peut-être trop fort de dire. Or, ma mère n'avait rien de berbère, bon, désolé pour les berbères, ça existe, il y a eu des berbères qui sont judaïsés, c'est vrai, mais ce n'est pas le cas de ma mère. Et le lendemain de cette émission qui est passée à la télé, la voisine disait à mon fils, sale juif. Voilà. Donc, ça, si vous voulez, le fait que j'ai, pour répondre à votre question, terminer de répondre, c'est, j'ai toujours, jamais nié, en fait. Voilà. Alors, il y avait une confusion dans ma tête, bien sûr, parce que en même temps, j'étais pas religieux. Alors, mais en même temps, je me sentais juif. Voilà, c'était une contradiction dans ma tête Voilà. que je n'ai pu résoudre que ces dernières années. Voilà, donc en 93, vous quittez l'Algérie, vous faites des études, etc. Et puis, à un moment donné, lorsque, à l'occasion du tournage d'un film, ce film dont vous parliez, Israël, le voyage interdit, vous revenez en Israël en 2012. Juste une question, on ne va pas tout refaire cet itinéraire, parce qu'on va parler de la situation, mais juste une question sur pourquoi vous êtes venu finalement vous installer en Israël, in fine, après tout ce parcours. Mais d'abord, il y a un petit lapsus chez vous, c'est que en 93, j'ai quitté l'Algérie, j'ai dû quitter l'Algérie, je ne voulais pas la quitter, mais on m'a forcé quasiment parce que c'était le début de la guerre civile, les islamistes ont commencé par assassiner d'abord les intellectuels, tous les premiers intellectuels qui ont été assassinés, c'était tous mes amis. Par contre, mes études, je les ai faites quand je suis parti la première fois en France, c'était en 67, donc j'ai vécu tous les événements 68, tout ça en France, et puis l'école de cinéma par la suite à Moscou. Voilà. Oui, Je suis rentré en Algérie en 76, d'accord? Oui, oui. Voilà. Alors, en 93, donc, c'est votre question, oui. Voilà, la question est de savoir pourquoi, au bout de tout cet itinéraire, il y a beaucoup de péripéties, vous avez décidé de venir vous installer en Israël où vous êtes actuellement. Oui, alors bon, parce que si vous voulez, comment ça s'est passé, c'est toujours, pour moi, tout ce qui s'est passé dans ma vie, c'est venu à travers le cinéma. Bon. Donc là, j'avais fait ce film dont je vous ai parlé tout à l'heure, Algérie, histoire à ne pas dire, qui était un film en 4 parties qui parlait en fait de tous les massacres qui ont été commis par le FLN, et on comprenait en voyant ce film que cette guerre dite de libération menée par le FLN n'avait pas été seulement pour l'indépendance, elle avait été aussi pour faire partir tous ceux qui n'étaient pas musulmans. Voilà. Alors ce film, j'ai réussi à le tourner en Algérie, mais je savais qu'il serait interdit et il l'a été. D'accord? Donc, ça c'était en 2007. Et en 2008, en 2007, le film est passé dans un festival à Toronto, au Canada. Là, la délégation israélienne a vu le film. Apparemment, ça leur a plu. Et ils m'ont demandé par quelqu'un, pas directement, ils ont eu peur parce que j'étais d'Algérie, si vous voulez, et si je voulais bien donner un DVD pour qu'ils le donnent au Festival de Jérusalem. Finalement, j'ai accepté, et en me disant, bon, eh bien, voilà, ton film a été interdit en Algérie, tes copains t'ont tombé dessus après ce film, donc maintenant, il faut se faire une idée par moi-même. Voilà, je vais y aller. Si c'est Israël, c'est comme je le pensais avant, ben, je n'irai plus. Et si c'est pas comme ça, eh bien, je changerai d'opinion. Voilà, j'ai changé d'opinion sur pas mal de choses dans ma vie, et quitte à affronter évidemment les gens avec qui j'étais solidaire, parce que si vous voulez, ce que j'ai compris aussi, c'est que on n'ose pas changer d'opinion, pas tellement parce que changer d'opinion finalement c'est pas très compliqué quand on a les preuves, mais on a peur tout simplement de se couper de ses amis, de son clan, de sa famille, etc., de sa famille intellectuelle, etc. C'est une grande peur qui explique beaucoup pourquoi les gens continuent à s'enferrer dans des opinions que la pratique, la réalité dément. Alors, toute cette expérience-là, donc on a vraiment évoqué comme ça en Et donc, pointillé. pardon, je crois que je n'ai pas tout Oui, à fait terminé oui, finalement, en 2 mots. oui. Donc, à la suite de ça, du fait que je suis venu à Jérusalem montrer mon film, tout de suite, j'ai eu le contact avec des juifs qui venaient d'Algérie, parce qu'ils ont vu le mot Algérie, histoire de ne pas dire. Et tout de suite, je me suis aperçu qu'en marchant dans la rue, en allant au marché Mahane Yehuda, etc., que voilà, tout ce qu'on m'avait mis un peu dans la tête, a priori, ça
ça ne correspondait pas, mais évidemment, ça suffisait pas. Et lorsque je suis retourné à Paris, puisque c'est là que j'habitais depuis 93, je me suis plongé pendant pratiquement 3 ans dans des livres, uniquement dans des livres, en allant à la bibliothèque qui était juste à côté, là où j'habitais à Montreuil. Et au fur et à mesure, j'ai compris qu'est-ce que c'était Israël du point de vue de l'histoire et aussi du point de vue du judaïsme, du point de vue de ce qu'on appelle la religion. Et à partir de là, voilà, je me suis dit, voilà, j'ai compris que tout avait été faux dans ma tête dans le passé par rapport à Israël, et j'ai eu l'unique conviction qu'il fallait que je fasse le pas d'aller dans ce pays qui était en fait le mien, mais je n'avais jamais su être mien. Voilà. Voilà. C'est pour ça que votre expérience est unique, parce que vous avez fait le parcours, on va dire, de l'extérieur vers l'intérieur et vers la découverte. Et c'est pour ça que votre témoignage sur la situation actuelle est tout à fait particulier et intéressant. Vous dites, par exemple, alors revenons à la situation par rapport d'Israël par rapport à ses voisins. Vous dites que tout processus de paix qui ne serait pas fondé sur la pleine légitimité d'une souveraineté juive en cet endroit de la terre est voué à l'échec. Cette reconnaissance est un préalable absolu. Donc là, vous posez des bases, en quelque sorte, pour un éventuel dialogue, un éventuel échange avec les voisins musulmans. En quoi cette condition diffère de celle qu'on entend souvent, à savoir reconnaître Israël comme un État juif pour les Juifs? Quelle est la condition précisément que vous posez et pourquoi la posez-vous? Bah, je suis arrivé à cette conclusion en réfléchissant justement à ce conflit, disons, au moins centenaire, hein, et en réfléchissant aux solutions qui ont été proposées jusqu'à présent et qui n'ont pas marché. Parce que, si vous voulez, déjà, avant de vous répondre directement à cette question, il faudrait, je crois, peut-être revenir un peu en arrière pour, vous savez, le 7 octobre, bon, ça a été, on l'a dit, un tsunami, mais alors évidemment, tout le monde, sur le coup, s'est posé la question disons, de pourquoi ça s'est passé, hein. Pourquoi cette faille sécuritaire soudaine, alors qu'on sait qu'Israël, l'armée peut-être la sécurité la plus technologique, l'armée la plus technologique, etc. Et moi, cette piste, si vous voulez, bon, je ne dis pas son importance, parce qu'effectivement, le renseignement a failli, et c'est le renseignement dans la guerre, c'est le renseignement qui joue le premier rôle et qui permet à l'état-major de fonder une stratégie et aux politiques, disons, de se déterminer si oui ou non il faut faire la guerre. C'est le renseignement. Donc, le renseignement a failli, mais c'était pas ça. Moi, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'autre qui avait failli. Et que cette faille, elle n'était pas simplement technologique. Elle était spirituelle. Elle était de l'ordre, disons, d'une mauvaise appréciation de la situation. Et en gros, tous ces gens qui ont été les premières victimes qui se trouvaient dans le Negev, c'était des gens justement qui pensaient jusque-là que s'il y avait un problème avec les Palestiniens, c'était parce que c'était notre faute. Voilà, c'était la faute de la droite, c'était la faute de l'extrême droite, c'était le fait qu'on avait des territoires occupés, c'était le fait qu'on ne voulait pas faire 2 États pour 2 peuples, etc. Et toutes ces conceptions-là ce jour-là, le 7 octobre, pour moi, effondrées. Parce que on voit bien que contrairement aux autres guerres dans le passé, même la guerre d'indépendance où les armées arabes voulaient s'en prendre à l'existence du peuple juif, là, c'était plus simplement l'existence d'un peuple, c'était l'essence même juive qui a été visée dans cette manière même de tuer, hein, parce que on n'a pas simplement tué, on a découpé, on a démantelé, on a violé. C'est une sorte d'orgie, je l'écris, je crois, dans le livre, une sorte d'orgie sacrée et qui a besoin d'une théologie. Et cette théologie, c'est l'islam. C'est l'islam qui a tué en Algérie pendant la guerre d'Algérie. C'est l'islam qui a tué dans les années 20, 21, 29 à Hebron, etc., etc. C'est l'islam qui tue le 7 octobre. Et donc, si vous voulez, là, je trouvais justement que il fallait aller au-delà. C'est quoi cette faille spirituelle de cette dont vous parlez? représentation. D'où elle vient cette faille spirituelle? Vous parlez de faille spirituelle. Alors, justement, je trouvais que le postulat
jusque-là, le conflit entre les Palestiniens, qui s'appellent Palestiniens depuis peu, entre les Arabes et les Juifs, ça a été mis sur le compte, disons, d'un problème territorial. Voilà. Entre nous, il suffirait de leur donner un peu. Je me rappelle, en 2010, j'avais été invité par l'Institut français en Israël à montrer mes 3 derniers films, une trilogie. Je me suis trouvé à Haïfa et une dame qui était prof de théâtre avait aimé un des films. Elle m'avait invité chez elle et pour prendre un café. Et au bout d'un moment, elle me dit ah, la paix, la paix. Et je lui dis comment faire pour avoir la paix. Elle me dit il faudrait rendre les territoires occupés. Et je lui dis mais madame, elle avait une très belle villa sur le mont du Carmel. Je lui dis mais madame, là où vous habitez en ce moment, pour les Arabes, les Palestiniens en particulier, vous êtes sur un territoire occupé. Ah, là, elle était complètement déstabilisée, etc. Bon, alors, voilà. Jusqu'à présent, dans la gauche israélienne, dans la gauche mondiale, dans la droite mondiale, et jusqu'à présent, malgré ce qui s'est passé le 7 octobre, on continue à dire que oui, il faudrait 2 États pour 2 peuples, etc. Voilà. Et moi, je dis que il y a le 7 octobre disons, a fait exploser cette conception. Il faut en trouver une autre. Quand il y a un postulat qui vous mène au 7 octobre, eh bien, il faut en trouver un autre. Sinon, vous êtes des suicidaires. Parce que tout ça, c'est sur le compte de la survie d'un peuple. Alors, je me suis dit il fallait trouver quelle était en fait la raison profonde, quelle est la raison profonde de ce conflit. Eh bien, je suis arrivé à cette conclusion que il y a un refus profond, non pas simplement de l'État d'Israël, hein, que certains pays arabes sont prêts à reconnaître, mais il y a le refus de reconnaître que les Juifs sont légitimes sur cet endroit de la terre. Et donc, tant que ce préalable, que j'appelle un préalable absolu, n'est pas posé sur la table, toutes négociations qui se feront, elles seront vouées à l'échec. Et en tout cas, ce sera disons, des voies de tromperie. Hein, on trompera tout le monde. Mais j'espère que le peuple juif, lui, ne va pas se laisser tromper une nouvelle fois. Mais alors, finalement, on peut se demander s'il faut donner même crédit à quelque reconnaissance que ce soit quand on vous lit, quand on vous entend, parce que ça pourrait aussi s'apparenter à quelque chose qui ne soit pas complètement sincère ou une stratégie aussi de reconnaissance. En quoi cette condition absolue serait-elle efficiente, Jean-Pierre Liédot? Oui, parce que jusqu'à présent, euh, pour les négociations après Oslo, etc., les Palestiniens, à travers l'autorité palestinienne, étaient prêtes, disait-elle, à reconnaître Israël, puisque à partir du moment où on signe des accords, on reconnaît. Mais ce que je dis, c'est que reconnaître Israël en tant qu'État, hein, c'est pas du tout la même chose que de reconnaître la légitimité, parce que si vous reconnaissez la légitimité, à partir de là, vous pouvez plus, vous êtes coincé, vous pouvez plus revenir en arrière, parce que imaginez aujourd'hui tous les livres, par exemple, c'est-à-dire d'école, les manuels scolaires qui sont proposés aux enfants palestiniens, etc. Racontent que voilà, c'est de from river to the sea. Hein. Et par conséquent, il y a cette vision qui est proposée aux élèves palestiniens qui vivent là-dedans et qui trouvent normal quand ils deviennent adolescents ensuite alors, si par contre vous mettez ça comme préalable absolu, ça veut dire que les pays musulmans, les pays arabes, les 57 pays de l'OCI par exemple, seront obligés disons, de prendre les mesures qui seraient des conséquences de ce nouveau postulat. Entre autres, réviser les manuels scolaires, entre autres, combattre la haine très profonde qu'il y a dans le monde musulman vis-à-vis des Juifs. Parce que il ne faut pas se cacher non plus que cette haine, elle n'est pas simplement, elle n'est pas nouvelle, elle n'est pas centenaire, elle n'est pas liée au conflit israélo-palestinien comme on dit. Elle est très ancienne. Elle est déjà dans la naissance même de l'islam. Dans le Coran, quand même,
dès le début, à partir du moment où les Juifs n'ont pas voulu se convertir, on les assassine. Et le prophète lui-même met la main à la pâte. C'est écrit dans les écrits, disons, islamiques. On trouve tout ça dans Alors, votre ça livre. veut dire qu'il y a une révolution, si vous voulez, spirituelle, extraordinaire à faire dans le monde arabe avant d'arriver comment dirais-je, à la réalisation pratique de ce postulat qui pour moi est absolu. Tout le reste, Alors, oui. s'il n'y a pas cette reconnaissance, c'est comme si on voulait tromper le monde. Merci beaucoup pour cette réponse très claire. On va parler de l'actualité maintenant plus directement, mais quand même un petit mot avant, parce que dans votre livre, vous utilisez le mot Palestine. Vous dites Palestine plutôt que Palestine avec un F. Donc, pour quelle raison vous utilisez ce terme de Palestine? Oui, parce que tout simplement parce que le F n'existe pas dans la langue arabe. Voilà, c'est simple. Pardon, la lettre P, la lettre P n'existe pas dans la langue arabe. Par exemple, on dit, c'est soit le B, c'est remplacé par le B. Par exemple, dans papa, on dit pas papa, on dit baba, hein, en arabe. Et ou alors le P devient un feu, Palestine. Et c'est pour moi l'exemple même du fait que la matérialisation de cette idée que on n'a jamais vu, en tout cas, on n'a jamais vu un peuple choisir un nom pour lui-même, hein, se nommer avec un nom, par un nom qu'il ne peut pas prononcer. Dernièrement, j'ai vu le film de Nourit Aviv là, sur la langue, justement, et elle fait un film sur la lettre R. Et elle nous dit que les Japonais, par exemple, n'ont pas de lettre R. Jamais on aurait pu imaginer que les Japonais se nomment avec un nom qui n'aurait pas commencé par R, justement pour éviter le problème. Alors ça, c'est pour moi, ça dit beaucoup de choses. Ça dit beaucoup de choses. Dernièrement, Oui, il y a eu le mot Palestine vient des Romains, effectivement. C'est pour ça que... Oui, alors ça vient des Romains. C'est en fait toute une histoire qu'on veut capter. Hein, une sorte de, moi ce que j'appelle ça un vol d'héritage, tout simplement parce que la nation palestinienne n'a jamais existé dans le passé. Elle n'a jamais existé. Alors, il n'y a jamais eu de capitale pour la Palestine, il n'y a jamais eu un drapeau palestinien arabe. Or, dans le monde entier, moi-même, dans le passé, je croyais que Palestine, c'était un État arabe depuis toujours, etc., et que les Juifs, effectivement, étaient venus à un moment donné, et que il y avait. Alors, c'est complètement faux. Cette Palestine, ça a été effectivement le nom que les Romains ont donné à la Judée. Et alors, avec ça, si vous voulez, ça entraîne beaucoup de choses. Vous avez ce que j'appelle ce vol de l'héritage juif. C'est pour remplir une histoire qui n'existe pas. Hein, les Juifs ont leur Shoah, nous on aura notre Nakba. Les Juifs, ils ont leur Beit Mikdash, ah ben nous ce sera Beit Magdis. Les Juifs ont fait leur temple sur le mont Moria, eh bien nous on fera voilà Haram et Sherif, etc., etc., etc. Tout est. Dernièrement, il y a eu une exposition à Paris organisée par l'IMA, l'Institut du monde arabe, et la grande affiche pour cette exposition, qui s'appelait Qu'est-ce que la Palestine a apporté au monde? Eh bien, l'iconographie choisie pour cette affiche, c'était que un adolescent avec un skateboard qui tenait un skateboard. Voilà. Alors, si c'est ce qu'a apporté le skateboard, vous voyez, c'est un problème. Revenons-en à la situation maintenant, si vous voulez bien, pour les minutes qui nous restent, Jean-Pierre Liédot. Parce qu'évidemment, on sent bien que Israël est dans une position très délicate, on va dire. Bon, il y a d'abord la situation à Gaza. Le Hamas a l'air de marquer des points dans sa stratégie, puisqu'il obtient de plus en plus de soutien à l'international. Les pays européens s'acheminent vers une reconnaissance de la Palestine. Les Américains cherchent à imposer cette solution à deux États. Les Israéliens, eux, sont majoritairement opposés à cette perspective, mais est-ce qu'Israël peut résister à tout cela, selon vous, et doit-elle résister? Comment peut-elle résister? Oui, à mon avis, bien sûr que Israël, parce que
peut résister à tout ça, parce que c'est pas la première fois qu'il y a eu une opposition internationale à Israël. Il y a eu déjà en 48, lorsque il devait y avoir ce processus menant à l'indépendance de les États-Unis ont tout fait pour que, et ils n'ont reconnu d'ailleurs Israël que parce que l'URSS a été la première puissance à l'époque à reconnaître Israël, l'indépendance en 48. Euh, toutes les autres en 67, est-ce que les Américains, etc., les Français voulaient qu'il y ait, non, absolument pas. On connaît la position de De Gaulle. Alors, Israël doit se préoccuper de sa sécurité, de la sécurité de son peuple. Elle en a le devoir, sinon à quoi ça sert Israël? Israël a été créé aussi pour ça, pour permettre aux Juifs qui sont dans l'insécurité du monde entier d'enfin pouvoir marcher dans la rue, sachant juif, sans avoir, disons, la peur de se faire exploser ou de se faire tuer, se faire poignarder par derrière, etc. Donc, Israël a cette possibilité. Il faut simplement qu'elle soit résolue dans cette. Alors, le problème aujourd'hui, pour moi, il n'est pas extérieur. Il n'est pas extérieur. Encore pour dire un mot du monde, avant de parler d'Israël, de l'intérieur d'Israël, c'est que il y a aujourd'hui, on le voit bien, une montée effectivement extraordinaire de l'antisémitisme dans le monde, etc., dans le monde universitaire notamment. Et on ne peut pas ne pas le lier avec le wokisme, entre parenthèses, qui se répand aussi comme une traînée de poudre. Le wokisme, et là j'insiste sur cette chose, c'est pas simplement une idéologie telle qu'on les a vues dans le passé des années 68, des hippies, etc. Souvent des gens disent cela, mais pour la première fois, je crois, aujourd'hui, le wokisme, c'est une idéologie qui vient de la société, effectivement, mais aussi des États. Mais aussi des États. Le wokisme est aussi une production des États qui financent cela de différentes manières. Et ça, quand il y a eu le communisme, par exemple, les États ont combattu, les États occidentaux ont combattu le wokisme. Alors, il y a tout ça. Il y a le problème qui a été réglé par le Vatican II ne l'a été réglé qu'en partie, hein, par le pape Jean XXIII à l'époque. Il y a toujours un antisémitisme chrétien latent. Alors, l'antisémitisme musulman, n'en parlons pas. C'est dans le Coran et dans tous les textes. Ça. J'ai écouté dernièrement un islamologue israélien qui s'appelle Baracher qui dit qu'il a le culot de dire que le Coran n'est pas antisémite. Alors, je pourrais lui envoyer tous les versets qui sont très antisémites. Alors, pour Israël, là, par contre, c'est ça qui est plus problématique. C'est l'intérieur d'Israël, parce que là, vous avez à nouveau ces gens qui étaient dans cette conception d'avant le 7 octobre de deux États, deux peuples, qui prônent aujourd'hui d'arrêter la guerre, etc. Ce sont eux aujourd'hui le véritable danger pour Israël. Et aujourd'hui, j'ai tenu pour cette interview à mettre une chemise jaune, justement, par rapport à la question des otages. Parce que évidemment, le sort des otages est absolument terrifiant. Imaginez j'ai écouté hier encore le récit d'une survivante, une otage survivante, qui a failli 3 fois se faire tuer avant de se faire kidnapper. Donc ça, si vous voulez, en soi, c'est terrible. Mais utiliser la détresse des familles d'otages, je dirais, c'est quelque chose qui est encore plus épouvantable. Et aujourd'hui, il y a des politiciens israéliens qui instrumentalisent cette détresse. Et j'appelle justement les familles, s'il y a des familles qui écouteront cette interview, des otages, à ne pas marcher dans ce sens, jusqu'à inverser les responsabilités. Parce que je sache, c'est le Hamas qui détient les otages, c'est pas le gouvernement. Aller lui balancer que le gouvernement a les mains pleines de sang, c'est une diversion politique émanant des mêmes gens
qui ont essayé de faire la guerre civile en Israël l'année passée, lorsqu'il y a eu le débat sur la réforme judiciaire. Alors ces gens-là, c'est qui? C'est Barak, c'est Yair, voilà, qui vient d'être Golan, qui vient d'être président des, de, Voilà, Oda. en Voilà. principe, on essaye de pas trop faire de politique. Donc, je voudrais vous poser une question maintenant sur ce qui menace, c'est cette guerre sur le nord, sur le Hezbollah. Comment vous voyez la situation? Est-ce que ça vous paraît un peu inévitable? Bah, Puisque vous parlez d'Israël devant maintenir la sécurité de ses habitants, c'est le cas pour toutes ces personnes qui sont déplacées du nord. le véritable problème, en fait, c'est ni le Hamas, ni le Hezbollah, ni les Houthis. Le véritable problème, c'est l'Iran. La pieuvre, la tête de la pieuvre, comme on le dit souvent maintenant, c'est l'Iran. Or, ce sont les puissances occidentales, les États-Unis et certains généraux israéliens qui ont empêché, à l'époque, il y a quelques années, notamment Netanyahou, de s'attaquer au site nucléaire de l'Iran. Alors, aujourd'hui, il y a un jeu très trouble que jouent les États-Unis dans ce conflit, comme s'ils voulaient maintenir une sorte d'équilibre de la terreur entre les uns et les autres, hein, voulant empêcher, par exemple, aujourd'hui, Israël d'aller jusqu'au bout pour le Hamas, empêchant Israël d'aller attaquer le Hezbollah au Liban. Alors, le problème est effectivement que disons, le fait qu'il manque suffisamment peut-être d'unité à l'intérieur d'Israël, et évidemment, ça empêche Israël d'être offensif comme elle aurait dû l'être depuis le début. Alors, je viens d'écouter hier un discours du général Ofer Winter. Je pense que ce qu'il dit, enfin, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en mesure disons, de En régler ce quelques mots, problème. Voilà, de en régler ce quelques mots. problème Qu'est-ce qu'il militaire. dit en quelques mots? Qu'est-ce qu'il dit en quelques mots? Juste en quelques Ben, mots. il dit il faut faire la guerre, il ne faut pas attendre, il ne faut pas regarder qu'est-ce que pensent les États occidentaux, il faut la faire. Aujourd'hui, pourquoi, quand vous voyez à Rafah, on dit on est à Rafah, mais la ville n'a même pas été encerclée. Comment vous voulez faire la guerre au Hamas si vous n'encerclez pas la ville de Rafah comme on l'a fait pour Khan Younes ou pour d'autres villes? Et tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de soldats. Alors, qui aujourd'hui dirige cette guerre aura beaucoup à répondre, je pense, dans le futur. Une dernière question, Jean-Pierre Liédot. Vous proposez dans votre livre un changement de paradigme pour les Israéliens notamment, de considérer que ce conflit est religieux, civilisationnel, voire même ontologique. Bon, religieux, on comprend. Pourquoi est-ce que ce sera un conflit ontologique? Bah, écoutez, celui qui a été le plus clair par rapport à ça, c'est un ex-président le premier président de la République algérienne, qui s'appelait Ahmed Ben Bella, et qui a été mis en prison quand il y a eu le coup d'État en 65. Mais quand il en est sorti, 20 ans plus tard, une des premières choses qu'il a dites dans une interview avec un journaliste juif d'ailleurs qui s'appelait Soussan, et il dit, en gros, tant que Israël existera, moi, arabe, je n'existerai pas. Et quand j'existerai, Israël n'existera pas, même si pour cela, sans doute, il y aura la bombe nucléaire, etc., etc. Donc je vais vous donner la citation que j'ai trouvée dans votre livre, hein, la citation de Ben Bella. Jamais le génie arabe ne tolérera l'État sioniste, parce qu'accepter l'être sioniste reviendrait à accepter aussi le non-être arabe. Donc, comment est-ce qu'on peut comprendre cette vision, effectivement, au niveau de l'être et du non-être, comme s'il y avait une exclusivité de l'être par rapport à ces deux positions, Jean-Pierre Liédot? Ben, quand on en arrive à dire des choses pareilles, cela veut dire que le problème n'est pas un problème de territoire, c'est pas un problème, c'est un problème très profond qui remonte à l'islam. Encore, on revient toujours à ça. Souvent, aujourd'hui, on entend dire oui, les islamistes, c'est pas l'islam, etc. Mais non, les islamistes ne font qu'interpréter d'une manière à la lettre, on peut dire, sans interprétation peut-être, mais en tout cas à la lettre, le Coran. Et ça ne peut venir que de là. Alors,
Je Oui, mais pourrais vous... ça veut dire, ça veut dire qu'il y a une guerre permanente, finalement. Faut se faire à cette guerre permanente. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que la seule manière d'arriver peut-être un jour à forcer le monde musulman à la paix avec les Israéliens, avec les Juifs d'Israël, c'est justement de reconnaître, de leur faire reconnaître que les Juifs, ils sont légitimes dans cet endroit, qu'ils ont vécu 3000 ans sans discontinuité, même si une grande partie d'entre eux ont dû partir à un certain moment. Mais sans discontinuité, il y a eu des Juifs sur cette terre. Alors, si un jour on arrive à faire admettre cela au monde arabe, alors il y aura un changement de paradigme chez eux. Et pour On, cela, il faut que les Israéliens revalorisent, vous dites, le patrimoine de l'héritage culturel et religieux aussi. Il y a aussi une responsabilité des Israéliens par rapport à cette reconnaissance en légitimité, de valoriser ce que vous dites dans votre livre. Mais bien sûr, pourquoi? Parce que la croyance de millions de gens aujourd'hui qui défilent dans la rue, ou de centaines enfin des milliers, j'exagère, il n'y a pas des millions, mais qui défilent dans la rue aujourd'hui contre Israël, c'est des gens qui sont ignorants. D'ailleurs, il y a eu des vidéos là-dessus. Ils savent même pas où c'est Israël, ils savent même pas qu'est-ce que c'est la Palestine, mais ils défilent dans la rue. Bon, donc, mais cette ignorance, elle est fondée sur une grande ignorance voilà, de ce qu'est l'histoire du peuple juif. Alors, à qui on va demander de faire connaître cette histoire, sinon aux Juifs eux-mêmes? Alors, ils ont une grande responsabilité là-dessus. Aujourd'hui, quand on vit en Israël, on sait que tous les jours, il y a une découverte archéologique qui montre bien que les Juifs ont vécu sur cette terre, et donc ils sont complètement légitimes sur cette terre. Mais vous avez vu, vous avez entendu parler, vous, d'une conférence ou d'un colloque, etc., sur l'archéologie, l'archéologie, par exemple, de Jérusalem. Alors que si vous allez d'ailleurs dans l'histoire, vous allez voir qu'il y a énormément d'historiens, je les cite dans mon livre, arabes, qui reconnaissent que le mont Moria, eh bien, c'était là où il y a eu où Salomon a construit le premier temple. Jusque dans les années 90, il y avait le Waqf. Il édite une petite revue et on dit justement euh, que là, il y a eu une histoire juive. Quand j'ai fait le film, le dernier film, Israël, le voyage interdit, j'ai filmé sur le mont du Temple, j'ai filmé ce qu'ils appellent la mosquée le Marwani, celle qu'ils avaient construite dans les années 90. Et j'ai discuté avec le gardien qui était là. Et je lui dis alors, il me parle de cette mosquée, etc. Et je lui dis alors, avant l'islam, il n'y avait rien sur. Il me dit non, il n'y avait rien. Il y avait la montagne Moria. Ah, sauf que Moria, on ne peut la connaître que si on connaît un peu d'histoire juive, que si on a lu un peu, on sait que ça vient de la Bible, si on a lu la Bible, ou bien, je ne sais pas si dans le Coran, on retrouve le mot Moria, mais enfin voilà. Donc, il y a, les Juifs, évidemment, sont redevables, disons, devant toute l'humanité de leur faire connaître ce patrimoine. Et de ce point de vue, on est très, 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 très en retard. Hein. Alors, On peut pas, même au niveau de la hasbara, ce qu'on appelle la hasbara politique, avec tous les moyens d'Israël, technologiques, informatiques, etc., etc., avec des gens tellement doués, connaissant énormément de choses, etc., on n'est pas capable de répondre à toutes ces vidéos qui circulent sur Idiot, sans aucune profondeur, qui circulent sur le net. Il y a un problème là. Jean-Pierre Leleux, on est arrivé au terme de l'entretien. Juste encore un tout petit mot. Vos projets aujourd'hui, Jean-Pierre Leleux? Je sais pas. Pour l'instant, mon projet le plus important, c'est d'apprendre l'hébreu, parce que en faisant les films, le dernier film qui m'a pris quasiment 10 ans, de 2012 à quasiment 2020, il est sorti en 2020 le film, en plein Covid, donc très mal sorti en France et en Israël. Bon, donc j'ai fait quelques ulpas, mais voilà. Donc je me suis dit maintenant, ce que j'ai envie le plus de faire, c'est d'apprendre l'hébreu bien. Voilà. Merci infiniment, en tout cas, de nous avoir
accordé cet entretien. Je rappelle le titre donc du livre qui va paraître à la fin du mois de juin, pardon, dans quelques jours, donc aux éditions Ballant. 7 octobre, eux ou nous. Merci à tous pour votre attention. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et pour suivre nos prochaines interviews, eh bien, vous pouvez vous abonner à Mosaïque. C'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous.